Eh bien, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire sur la thématique de la transmission d'entreprise et plus particulièrement aujourd'hui sur que vaut ma boîte et que me restera-t-il. Donc, ce webinaire, il est organisé par la Chambre de métiers Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et je me présente. Donc, je suis Nathalie Lapassa, conseillère en création, transmission, reprise d'entreprise. Moi, je suis sur le territoire de la Drôme. Voilà, et je suis en binôme avec Jean-Daniel Guillermin. Jean-Daniel, est-ce que tu veux… Voilà. Bonjour à tous, du coup, Jean-Daniel Guillermin, conseiller transmission sur le département de l'Isère et plus exactement sur le site de Grenoble. Du coup, voilà, on fait une co-animation avec ma collègue Nathalie. Je te laisse continuer l'introduction et je Ouais. reprends la relève après. Alors, concrètement, ce webinaire va durer environ 1 heure et il a pour but de vous présenter les différentes étapes de la transmission qui permettent de déterminer une valeur à l'entreprise, à votre entreprise, et de vous expliquer aussi quel est l'accompagnement que nous, Chambre de métier, on peut vous proposer dans ce processus qui peut parfois être un peu complexe. Donc, 3 choses à savoir avant que je commence. Vous avez dû remarquer que vous n'avez accès ni à votre caméra ni à votre micro. Ça, c'est pour le respect du droit à l'image dans la mesure où la réunion, elle est enregistrée, le webinaire est enregistré. Et tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez en bas à droite le petit onglet questions avec un point d'interrogation. Voilà, donc n'hésitez pas. Dans un premier temps, c'est moi qui interviens, c'est Jean-Daniel qui fera du coup les réponses, soit à l'écrit, soit à l'oral. Voilà, il pourra m'interrompre à n'importe quel moment. À un moment, c'est lui qui prendra la relève sur la présentation et c'est moi qui serai du coup sur le back-office. À la fin du webinaire, vous allez recevoir par mail la présentation, le replay et un sondage de satisfaction qu'il est quand même important de nous remplir parce que nous, ça permet de savoir si voilà, on a répondu à vos attentes ou si voilà, il faut qu'on développe d'autres thématiques sur ce sujet-là. Et puis, afin de mieux vous connaître, on va vous envoyer 1 ou 2, 3 questions de sondage pour un petit peu voilà, situer qui vous êtes et un petit peu mieux vous connaître. Voilà, vous pouvez réagir. Hein, j'ai vu qu'il y en a qui ont réagi avec le petit émoticône aussi du coup en bas. Voilà, pour que je me sente un peu moins seule. Alors, du coup, voilà, je voulais un petit peu commencer. Hop, alors. Voilà, donc l'accueil des participants, voilà, et savoir de quoi on va parler, donc du processus de transmission et comment j'arrive du coup à déterminer une valeur, voilà. Comprendre la valeur, comment j'en arrive à cette estimation. Jean-Daniel interviendra sur les différentes méthodes de valorisation, les conseils pratiques et l'accompagnement qu'on pourra faire. Et puis on fera une petite conclusion et puis questions-réponses, toujours avec le petit onglet questions et puis on répondra nous à l'oral sans problème. Voilà. Donc, de quoi on parle? On parle bien d'un processus de la transmission de votre entreprise qui peut parfois s'avérer complexe et qui peut être un peu duré dans le temps, d'accord? Donc, ça nécessite quand même une préparation, moi je dirais minutieuse. Et le but du jeu de la transmission, c'est bien de vous assurer de la continuité et de la pérennité de votre activité, bien évidemment. Donc, il y a plusieurs étapes qui vont permettre de déterminer la valeur, tout ça à travers des thèmes et des questions qui vont vous être posées quand on sera en contact avec vous pour cette transmission. Donc, on va collecter un maximum d'informations. On le verra un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle, nous, les diagnostics, voilà, qui va nous permettre de faire un état un petit peu général de l'entreprise. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est, effectivement, je vais transmettre. La plupart des cas, c'est pour mon départ à la retraite qui est prévu. Il faut que je pense à la transmission. Donc, on a dû vous envoyer peut-être un questionnaire, à savoir un petit sondage, à savoir si
le délai, il est dans moins d'un an, entre 1 et 2 ans, plus de 3 ans, etc. Donc, c'est important pour qu'on puisse bien évaluer avec vous le délai que vous allez avoir pour transmettre l'entreprise. D'accord ? Donc ensuite, il y a plusieurs possibilités. Donc soit effectivement, j'ai trouvé personne, je m'arrête. Hein, c'est ce qu'on appelle la cessation d'activité. Donc on va faire une radiation ou une liquidation. Ou alors effectivement, je vais faire une transmission, donc ou une donation à l'un de mes proches. Le plus souvent, ça va être un de mes enfants. Ou alors je vais faire une transmission à titre onéreux. Donc, la question, elle est de savoir à qui. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que je vais transmettre à l'un de mes enfants? Ou alors, est-ce que il y a un salarié qui est dans l'entreprise et qui serait intéressé pour reprendre mon entreprise? Donc, le but du jeu, c'est bien d'essayer de vendre mon entreprise pour que vous puissiez, vous, tourner la page, en fait, et organiser, je vais dire, votre vie future, votre deuxième partie de vie, le mieux possible. Voilà. Et en fait, de savoir qu'est-ce que à la fin, moi, il me restera une fois que j'aurai vendu mon entreprise. Voilà. Est-ce qu'on a des questions un peu, Jean-Daniel, ou pas? Ça va? Non, pour le moment, pas trop. C'est pour ça que je viens de mettre un petit post pour dire qu'ils n'hésitent pas à poser les questions dans l'onglet questions. Je suis derrière et je réponds. D'accord, ok. Du coup, donc une des premières choses qu'on va évoquer quand on parle de transmission, c'est de dire, en fonction de la structure juridique que vous allez avoir, de savoir ce que vous allez vendre. Si vous êtes en entreprise individuelle, la question, elle va pas forcément se poser. On va vous dire, il faut vendre le fonds de commerce, bien évidemment. Donc, la totalité, où je peux vendre une partie de la branche d'activité. Ça peut être par exemple quelqu'un, par exemple, je vais prendre un garage auto, il fait de la mécanique, il fait de la vente de véhicules. Le cédant peut très bien dire, je veux vendre la partie mécanique, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder la partie achat-revente de véhicules. Voilà, ça peut être ça. Et puis, si vous êtes en société, donc URL, SARL, SAS, par contre, là, va se poser la question du je vends quoi? Je vends le fonds de commerce, ok? Ou je vends plutôt les parts sociales parce que je suis en SARL ou les actions lorsque je suis en SAS. Voilà. Donc là, en fonction de ce que vous allez vendre, il va y avoir des choix qui vont être faits qui vont vous permettre de dire il vaut mieux pour moi vendre mon fonds de commerce ou mes parts sociales ou mes actions. Donc ça, c'est tout au long du processus de transmission et bien évidemment quand on vient faire le diagnostic chez vous. Alors ensuite, donc, de quoi on parle? On parle de fonds de commerce. Souvent, les chefs d'entreprise ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est quoi un fonds de commerce, c'est quoi les parts sociales, je ne sais pas ce que ça implique pour moi, etc. Donc, le fonds de commerce, c'est quoi? Dans le fonds de commerce, on va toujours distinguer les éléments incorporels et les éléments corporels. Donc, les éléments incorporels, ça va être bien évidemment la clientèle. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir avec vous? Quelle est votre typologie de clientèle? Est-ce que j'ai du particulier, du professionnel? Je travaille en sous-traitance. Quelle est la répartition départementale, régionale, nationale, etc. Donc à partir de là, vous avez un fichier client, oui, il est informatique, etc. Est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce que vous avez certains contrats avec une clientèle? Ça peut être par exemple un plombier chauffagiste qui a des contrats d'entretien, un certain nombre de contrats d'entretien avec une clientèle. Bon, voilà, ça aura une valorisation certaine plutôt qu'une clientèle un peu volante. Est-ce que j'ai un nom commercial? Est-ce que j'ai une enseigne? Est-ce que je veux céder mon nom commercial ou pas? Il peut arriver parfois que le chef d'entreprise ne souhaite pas céder son nom commercial parce qu'il se dit si jamais
le nom commercial parfois peut être au nom du cédant, etc. Le cédant peut dire si jamais demain le repreneur, ça ne fonctionne pas, je ne veux pas que mon nom soit associé au fait que l'activité pourrait péricliter. Voilà, donc ça peut arriver. Il peut y avoir aussi le droit au bail. Bien évidemment, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que vous êtes propriétaire de vos locaux, s'il y a des locaux, est-ce que vous êtes locataire, il y a donc un bail commercial. On va aller regarder ce qui est dans le bail commercial, combien de temps il reste, quelles sont les conditions. Déjà, est-ce que c'est un bail 369, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est un bail j'ai mangé le nom. Bon, c'est pas grave. Est-ce que voilà, on va regarder un peu les spécificités. Pardon, tu dis quoi, Jean? C'était bail précaire, non, tu disais? Ouais, bail précaire, voilà, merci. On va aller regarder à l'intérieur, voilà, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un bail tout commerce ou un bail spécifique pour votre activité, etc. Le montant du loyer, bien évidemment. Et est-ce que si demain, par exemple, il y avait un repreneur, est-ce que le bailleur, si c'est vous ou si c'est un bailleur externe, est-ce qu'il a l'intention d'augmenter le loyer? Ça nous arrive parfois d'avoir une augmentation de loyer au moment du changement de bail. Est-ce que j'ai effectivement un site internet? Est-ce que je suis propriétaire du nom de domaine? Est-ce que j'ai des licences, des brevets, etc. Donc voilà, comment ça marche et qui est titulaire de ces contrats, de ces licences et comment ça va faire. On a dit attention à la spécificité aux activités réglementées. Ça peut être parfois, par exemple, une licence taxi, elle a une autorisation de stationnement à un endroit, je reprends cette licence, je ne peux pas la déplacer à un autre endroit. Si je vends un food truck, le food truck, généralement, j'ai des emplacements. Les emplacements vous appartiennent. C'est pas dit que demain, quelqu'un qui va racheter le food truck, la mairie, à nouveau, autorise les mêmes emplacements. Voilà. Donc, il y a tout ça un petit peu à déterminer avec vous. Et puis, à côté de ça, on va regarder ce qui est les éléments corporels. Donc, les éléments corporels, c'est quel est votre matériel? Qu'est-ce que vous avez comme matériel, comme outillage? Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il est entretenu? Est-ce que vous connaissez la valorisation de votre matériel? En clair, c'est pas parce que, c'est toujours ce qu'on dit, c'est pas parce que mon matériel est amorti qu'il ne vaut rien, qu'il ne vaut plus rien. Il a une valeur marchande. Donc voilà, quelle est la valorisation du matériel? Est-ce que j'ai du mobilier? Est-ce que j'ai du matériel informatique? Est-ce que vous souhaitez garder du matériel, vous, parce que c'est le vôtre, parce que vous estimez que voilà, vous voulez garder ça, etc. Est-ce qu'il y a des véhicules? Les véhicules, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont entretenus? Le kilométrage, etc. Voilà. Nathalie? Donc, oui. Excuse-moi, j'ai une personne qui demande si on peut développer sur le bail commercial, le 369, si… Oui, alors il y a une question plus particulière ou pas? Non? Non, c'était assez général peut-être pour expliquer en fait l'importance peut-être du bail commercial par rapport au… Ouais, je vais essayer d'expliquer, puis la personne me dira si c'est bon. Donc, le bail 369, c'est ce qu'on appelle le bail triennal. Donc, quand vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes locataire d'un local, vous pouvez être aussi propriétaire de vos bureaux via une SCI, de vos locaux via une SCI, et avoir établi un bail commercial entre votre société d'exploitation où vous travaillez et la SCI. Donc, ce bail commercial, il est stipulé à l'intérieur. Par exemple, si j'ai donné un droit d'entrée, si j'ai eu, par exemple, j'ai dû donner 2 mois de loyer d'avance, est-ce que je peux faire toutes les activités? Est-ce que c'est un bail tout commerce ou est-ce que c'est un bail qui est uniquement à destination de mon activité? Voilà, il y a plein de petites spécificités. C'est pour ça que nous, en règle générale, on demande d'avoir la copie du bail commercial pour pouvoir le regarder. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Alors, oui, il y a une question en fait sur le fait d'être engagé s'il reste 2-3 ans.
D'accord. En fait, c'est l'engagement par rapport au bail commercial et la vente du bail au repreneur. D'accord. Alors, si vous cédez le fonds, le bail fait partie du fonds. Ça veut dire que si demain vous voulez vendre, ça m'est eu arrivé ça, je veux vendre le fonds et en fait, j'ai donné ma dédite, j'ai envoyé comme quoi j'allais partir dans 6 mois, ça veut dire que le bail fait partie du fonds. Si je fais ça, j'ai plus de bail, donc j'ai plus de fonds. Donc en clair, en règle générale, le bail commercial, il vous reste 2 ans. Si c'est pour un départ à la retraite et qu'il y a un repreneur, avec le notaire, en règle générale, on le refait. C'est pas un problème. La question allait de se poser, généralement, c'est si c'est un propriétaire des murs qui n'est pas vous, c'est de savoir si le propriétaire, est-ce que, parce qu'il a fait des travaux, parce que, etc., est-ce que le propriétaire veut augmenter le loyer ou pas, ou il veut changer l'activité, ne veut plus que ce soit cette activité-là, etc. Donc c'est là où il va falloir rentrer en contact en règle générale, où vous assurez que votre propriétaire des murs ne souhaite pas faire de grosses modifications, on va dire, dans le bail actuel. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, dans les éléments corporels, on n'inclut pas le matériel qui est acheté en crédit bail, hein, parce que tant qu'il est en crédit bail, il ne vous appartient pas, en clair, voilà. Donc, normalement, les contrats de crédit bail, le repreneur, il va dire oui, ça m'intéresse ou non, ça ne m'intéresse pas. Restera à savoir après si on arrête le contrat de crédit bail, etc. Il va vous rester à payer une somme, etc. Donc là, c'est pareil. Généralement, on demande, s'il y a du matériel acheté en crédit bail, on demande le contrat de crédit bail. Et puis attention, dans la valorisation du fonds, le stock n'est pas inclus. Donc ça veut dire quand on détermine une valorisation du fonds, on va dire à ça va s'ajouter après inventaire le stock que vous avez et que le repreneur est susceptible de reprendre. Après, il peut y avoir négociation sur le stock parce que tout ne l'intéresse pas, etc. Mais voilà, c'est un montant qui va venir en complément de la valorisation du fonds. Alors, ensuite, de quoi je parle quand je dis je veux donc le fonds, mais moi, je suis en société et je me demande si finalement, je ne vais pas vendre mes parts sociales ou mes actions. Donc, la différence, c'est que quand vous achetez les parts sociales ou les actions, je reprends le fonds, ce qu'on a vu tout à l'heure, le stock, mais je reprends aussi ce qui est à l'actif et au passif du bilan, en fait. Donc, je vais reprendre, moi qui suis repreneur, je vais racheter les créances clients et je vais racheter votre trésorerie. Et par contre, si vous avez des emprunts bancaires, les emprunts bancaires, c'est moi qui vais continuer à les payer, en fait. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est une question de est-ce qu'il y a un intérêt déjà fiscal, social, etc., à vendre les parts ou pas. Voilà. Donc souvent, le repreneur, quand il va racheter des parts, il y a 2 solutions. Ou il va le faire à titre personnel. Généralement, les banques ne financent pas. Donc souvent, il va devoir créer une holding. Donc voilà. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la holding qui va faire l'emprunt et financer l'achat des parts sociales. L'avantage d'avoir des parts sociales, d'acheter des parts sociales et de vendre des parts sociales, ça veut dire que je vends ma trésorerie et ça peut être un avantage pour le repreneur ou dans une activité où il y a toujours besoin d'une trésorerie importante. Exemple, moi là, je suis en train de suivre une entreprise qui est dans le bâtiment, qui est dans la toiture, etc. Il est évident qu'il y a besoin d'environ, il travaille beaucoup en sous-traitance, etc. Il y a besoin de 100 000 euros de trésor. Il est certain, la personne est en société, qu'on va plutôt s'orienter sur un achat de parts sociales plutôt que du fonds. Parce que ça veut dire que si je rachète le fonds, il va falloir que je me finance ma trésorerie. Et faire financer par les banques 100 000 euros de trésorerie, c'est non. Voilà. Donc voilà, c'est là l'intérêt où nous, on a besoin un peu aussi de voir quel est le niveau de trésorerie dont vous avez besoin.
Peut-être Jean-Daniel y reviendra tout à l'heure, mais souvent, quand on fait une évaluation des parts sociales, cette évaluation-là, elle passe souvent par une première évaluation qui est l'évaluation du fonds. Voilà. Et auquel on va rajouter tout ce qui est à l'actif, le stock, les créances clients, et on va déduire, je vous fais, et la trésorerie, je vous fais un schéma global, et où on va enlever les dettes. Voilà, donc ça nous donnera à peu près une valorisation des parts sociales. Voilà. Ça va? Pas de questions? Est-ce que je suis claire? Est-ce que ça va? Parce que comme moment, ça va, je réponds aux questions dans le chat, pas de souci. D'accord, ok. Alors, hop. Donc, ensuite, nous, on va aussi voir avec vous qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y ait qu'est-ce qui va rendre l'entreprise plus les facteurs de valorisation, en clair. Donc, ça va être certainement la situation géographique, c'est-à-dire est-ce que votre local, il a un emplacement stratégique, est-ce que vous êtes visible, est-ce qu'il y a du parking pour se garer, etc. Voilà, ça, c'est un point fort. Je ne suis pas dans une rue piétonne, je suis pas dans une rue à sens unique, etc., etc. Voilà, donc ça a une importance. On va regarder les locaux. Est-ce que les locaux sont adaptés à l'activité? Si je suis dans une activité du coup alimentaire, par exemple, boulangerie ou restaurant, etc., on va s'assurer que vos labos, etc., il y ait quand même les normes d'hygiène qui sont aux normes, voilà, que vous soyez aux normes là-dessus, que vous soyez, que les locaux sont aux normes électriques, etc., etc. Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça pour s'assurer que voilà, c'est conforme et que vous êtes, que les locaux sont adaptés. Les conditions du bail, donc on en a un petit peu parlé, donc on va regarder quelle est la durée restante. En fait, pourquoi on regarde la durée restante? Parce que quand il va y avoir un repreneur et qui va vouloir faire un emprunt bancaire, l'emprunt est sur 7 ans, l'emprunt classique est sur 7 ans. S'il reste 2 ans, 3 ans, en règle générale, les banques préfèrent qu'il y ait un bail qui soit refait au moment de la reprise pour justement sécuriser cette reprise. Quel est le montant du loyer? Voilà, quel est l'état, la situation du local? Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il y a eu de l'entretien, etc. Et puis on va regarder aussi l'équipe qui travaille avec vous. Donc on va regarder s'il y a vraiment vous savez que le chef d'entreprise, en règle générale, c'est le couteau suisse, c'est celui qui fait tout. Donc, qui fait une grande partie. Après, il a des équipes. Donc, on va regarder quel est, s'il y a hommes-femmes clés, ce qu'on appelle des hommes-femmes clés. C'est-à-dire, par exemple, moi là, je suis en train d'accompagner la reprise d'un garage. Il y a le mari, il y a l'époux, il y a le mari, il y a l'épouse, pardon. Tous les deux s'en vont. Ça veut dire que le mari était à l'atelier, l'épouse faisait toute la partie administrative, facturation, un peu de saisie compta, etc. Demain, tout le monde s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Donc, certainement que c'est à ce moment-là qu'on va vous demander si vous êtes aussi dans l'accompagnement. Est-ce que vous êtes susceptible d'accompagner aussi la personne qui va reprendre? Il y a des moments où c'est indispensable. Voilà. Donc, là, c'est ce qu'on appelle les femmes et hommes clés. On va aussi regarder les salariés, quel est leur profil, quel âge ils ont, est-ce qu'il y en a qui sont proches de la retraite, est-ce qu'il y a du turnover, etc., etc., pour estimer un peu le climat social. Est-ce qu'ils ont des avantages ou pas? Ça veut dire que s'ils ont des avantages, s'ils ont le 13e mois, ils ont une prime d'intéressement, etc., ça va être compliqué pour le repreneur, du coup, de se dire « j'enlève les avantages ». D'accord? Voilà. Donc, tout ça, c'est des critères sur lesquels aussi on va s'attarder. Et puis, bien évidemment, aussi regarder quel est l'état du marché, comment évolue le chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement ou pas, est-ce qu'il y a eu, j'ai pas pu forcément, ma marge a baissé parce que
eh bien, j'ai pas pu forcément augmenter mes prix. Ça a été le cas généralement là pour les boulangers où ils ont vu le prix du beurre augmenter d'une manière phénoménale et du coup ils ont dit nous on peut pas augmenter nos produits au prorata de ce qu'a été l'augmentation de nos matières premières. Voilà. Donc difficulté ou pas, etc. Ou alors au contraire, est-ce que finalement, je me suis positionnée sur un autre marché, j'ai développé, j'ai répondu à des appels d'offres, donc du coup, ça m'a développé mon chiffre d'affaires. J'ai embauché un technico-commercial pendant 3-4 mois, ça a été compliqué, mais là, ça y est, il me ramène du boulot, etc. Donc voilà, ça va être aussi cet état-là qui va nous permettre, nous, de savoir quels sont les facteurs qui pourraient valoriser le fonds de commerce. Alors, comment on récupère toutes ces informations? En fait, on va les récupérer en venant vous voir et en faisant ce qu'on appelle un diagnostic. Le diagnostic, il est vraiment indispensable. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'arriver à poser l'évaluation et à réfléchir à l'évaluation. Donc, on va faire quoi? On va faire un diagnostic technique. Donc, on va regarder ce que je vous ai dit, votre matériel, les installations, les équipements, l'état des stocks, les moyens, le local, comment il est, etc. On va s'attarder aussi, bien évidemment, sur le diagnostic humain, donc les salariés, voilà, la situation de chaque collaborateur. Ce qui est important aussi, c'est de nous signaler si, par exemple, vous avez quelqu'un qui est en arrêt maladie depuis un petit moment, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va revenir, pas revenir? Est-ce qu'il va y avoir une inaptitude? Voilà, donc pour ça aussi. La situation, le rôle de chacun dans l'entreprise, et puis le climat social. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a un peu des tensions entre les salariés ou entre certains salariés et chefs d'entreprise, etc., etc. Voilà. Et puis ensuite, on va faire aussi le diagnostic commercial. Donc, on va s'intéresser à la clientèle, donc le type de clientèle que vous avez, est-ce que vous avez un fichier client, les locaux, l'accessibilité aussi. Alors, ça peut être, j'ai un local, une boulangerie, etc. Je reçois du public. Est-ce que mon local est accessible aux personnes à mobilité réduite ou pas? Est-ce que j'ai fait une dérogation? Oui, non, etc. Voilà, ça aussi, on va s'y intéresser. On va vous demander, bien évidemment, positionnement produit. C'est réellement qu'est-ce que vous proposez comme produit à la vente ou comme prestation de service. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont… est-ce que vous avez, par exemple, vous êtes habilité RGE, généralement c'est le chef d'entreprise qui est RGE, etc. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où, du coup, une fois que vous ne serez plus là, comment ça va se passer? Et puis, bien évidemment, le diagnostic, on va récupérer vos bilans, on va récupérer vos 2-3 derniers bilans où on va regarder vos comptes de résultats, comment votre chiffre d'affaires évolue, s'il évolue, comment évolue votre poste de charge, du coup, voilà, pour déterminer après, bien évidemment, est-ce que les ratios qu'on pourrait retrouver dans vos bilans et sur les soldes intermédiaires de gestion, ils sont conformes un petit peu au stade qu'on pourrait avoir dans la profession. Et puis, on va regarder, est-ce qu'il y a des besoins, par exemple, d'investir? Est-ce que demain, vous voulez vendre, ok, mais oh là là, ce camion-là, vraiment, il est trop vieux. Voilà. Donc, du coup, le repreneur, lui, il va falloir qu'il se dise, il va peut-être falloir que je réinvestisse dans un véhicule, dans une machine, etc., etc. Et puis, l'évaluation des stocks, bien évidemment, les créances clients, les dettes, voilà. Ça, c'est un état on va regarder, notamment quand il y a vente de parts sociales. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire sur cette… j'ai passé une demi-heure, c'était nickel. Est-ce que j'ai été claire sur cette première partie? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai répondu petit à petit aux questions, donc je pense qu'on est pas mal. Après, je vais te laisser la main sur les questions. Ouais, ok. Donc, tu pourras reprendre s'il y a des questions. J'ai profité alors de reprendre la main juste pour dire, on va répondre, on va parler juste du sondage qu'on a fait. La plupart des personnes veulent revendre leur entreprise entre 1 et plus de 3 ans.
ce qui est plutôt pas mal, parce que je ne sais pas si on a insisté dessus, mais il faut avoir conscience que le processus est long, que ça met souvent du temps à trouver un repreneur, et que vouloir vendre son entreprise, on a 12% des votants qui disent en moins d'un an, souvent, ça risque d'être un peu compliqué. Ce n'est pas impossible, ça peut être rapide, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'un an. Okay. Voilà, c'était juste pour faire un petit aparté sur le sondage qu'on a fait. Okay. Et je vais commencer sur les méthodes de valorisation. Alors, juste avant que tu commences, Jean-Daniel, juste, excuse-moi, j'ai une question sur les baux, parce que du coup, il y a des questions sur les baux. Il y a une personne qui me dit, je suis en boulangerie, de ce que j'ai pu comprendre. Mon entreprise a signé 3 baux différents, ayant des dates d'échéance et des propriétaires différents. J'ai une bonne relation avec les 3, mais est-ce que l'existence de ces 3 baux va compliquer la vente du fonds ou pas d'impact particulier? On va dire que ça complique un peu la donne quand même. Parce que du coup, ils ont des dates d'échéance différentes. Ça veut dire que j'aurai un bail commercial, enfin, si je comprends, hein, j'ai un bail commercial pour mon activité. J'ai peut-être un bail s'il y a un logement, je sais pas. Ce qui est surtout important, ce serait de ne pas avoir de baux précaires parmi les 3. Oui, oui, mais parce qu'en fait, si on n'a que des baux commerciaux, je pense que la date n'est pas un sujet, ce n'est pas très important parce qu'on pourra de toute façon les renouveler. Oui. Par contre, si au milieu des 3, on a un bail précaire ou un bail qui est un peu spécifique, ça peut poser plus de soucis. Donc ça, il y a vraiment une analyse à faire là-dessus quand on parle de diagnostic. C'est une analyse plus approfondie à faire. Oui, je suis d'accord. Donc là, après, c'est à voir avec la personne qui pourra vous accompagner, du coup, pour ça. Allez, je te laisse la parole, Jean-Daniel. Eh ben moi, je te laisse sur le chat. Donc maintenant, on va parler ensemble, où je vais parler des différentes méthodes de valorisation, c'est-à-dire comment on fait pour valoriser un fonds de commerce ou des parts sociales, sachant qu'il y a eu quelques questions déjà dans le chat qui a intéressé les personnes. Il faut savoir qu'on a différentes méthodes pour évaluer un fonds de commerce et généralement, on va en discuter, mais on va comparer, on va faire plusieurs méthodes différentes pour pouvoir évaluer le fonds de commerce. Les 3 méthodes qu'on va voir, c'est les méthodes qui sont liées, la méthode qu'on appelle comparative, la première qu'on va voir. La deuxième, c'est la méthode patrimoniale et les 3e qui sont les plus importantes, et je vous expliquerai pourquoi, c'est les méthodes qui sont liées à la rentabilité. Et c'est un croisement généralement de ces méthodes qui nous permettent d'avoir une idée ou une valorisation du fonds de commerce ou des parts sociales. Je vais commencer par la méthode comparative, qui est la méthode vraiment la plus utilisée. Très souvent, les cédants utilisent cette méthode. Ce n'est pas parce qu'elle est la plus complète ou la plus pertinente, mais c'est tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus simple d'utilisation et qu'elle permet de donner une idée très facilement de la valorisation de son fonds de commerce. Cette méthode comparative, en fait, on calcule généralement en pourcentage du chiffre d'affaires du fonds de commerce la valorisation de ce fonds. C'est-à-dire qu'on a des barèmes. C'est un barème principalement utilisé qui est le barème Lefebvre. On va vous dire, par exemple, un garage automobile, c'est entre 30% et 60% du chiffre d'affaires. Donc, ça va donner une idée aux personnes de se dire, voilà, moi, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, 30%, 60%, mon fonds de commerce, il vaut entre 30 000 et 60 000 euros. Cette méthode, elle est facile, elle est simple, elle est sympa, mais elle a quand même 2 biais principaux. Le premier biais, c'est qu'on ne prend pas du tout en compte la rentabilité. Donc, si j'ai 2 garages qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est très bien, mais en même temps, si je vous dis qu'ils valent la même chose alors qu'il y a un garage qui est très rentable et l'autre qui n'est pas du tout rentable, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est la première limite de cette méthode. Et une deuxième limite à cette méthode, c'est que souvent, les moyennes, on a des fourchettes. Je vous ai pris l'exemple du garage automobile, c'est entre 30 et 60%. Donc, ça veut dire quand même qu'entre 30 et 60%, vous comprenez bien que cette fourchette, elle est assez vaste puisque finalement, ça passe du simple au double sur la valorisation. Donc, elle vous donnera une idée, mais elle n'est vraiment pas suffisante. Elle reste quand même pertinente. Pourquoi elle reste pertinente? Parce que valoriser en pourcentage du chiffre d'affaires, en fait, on prend en compte le nombre de clients. Par exemple, un garage automobile qui fait 2 fois plus de chiffre d'affaires, on peut estimer qu'il a 2 fois plus de clients. Et forcément, ça a du sens puisque comme la partie la plus valorisée généralement d'un fonds de commerce en fonction du diagnostic, c'est la clientèle. C'est normal qu'une entreprise qui a 2 fois plus de clients soit valorisée plus qu'une autre qui en a 2 fois moins. Mais encore une fois, elle doit être croisée avec d'autres méthodes. Voilà. Ça, c'est la première méthode qu'on appelle la méthode comparative. Méthode suivante, c'est l'approche patrimoniale. Elle peut avoir du sens en fonction du domaine d'activité. L'approche patrimoniale, elle consiste à dire que la valorisation
d'un fonds de commerce correspond à minima à la valorisation du matériel de ce fonds de commerce. On a des fonds de commerce, certains domaines d'activité où cela se justifie. Je vais prendre l'exemple du bâtiment, du BTP. Donc, BTP où généralement on a beaucoup de matériel qui vaut assez cher. Et ça veut dire qu'une entreprise qui ne serait pas très rentable ou qui n'a pas une rentabilité extraordinaire, le minimum qu'elle vaut, c'est la valorisation de son matériel à l'instant T. Quand on parle de la valorisation du matériel, c'est la valorisation du marché. Ça nécessite de faire un diagnostic, c'est-à-dire que j'ai du matériel, si je le vends aujourd'hui d'occasion sur le bon coin, pour faire simple, il vaut 100 000 euros, et bien évidemment que c'est la valeur plancher, c'est-à-dire que si je n'arrive pas à vendre la totalité de mon fonds de commerce, je pourrais toujours vendre ce matériel-là sur le bon coin d'occasion. Et étant donné que je sais que je peux le vendre à peu près 100 000 euros, je sais que ce sera la valeur minimale, la valeur plancher de mon fonds de commerce. Donc, on l'utilise sur certains domaines où il y a du matériel qui est très cher, et ça fonctionne, c'est une valeur plancher, c'est-à-dire que si l'entreprise, par exemple, a une énorme rentabilité, ça n'aura pas un intérêt majeur parce que ça nous donne la valeur plancher, mais on n'ira pas plus loin que ça. L'entreprise vaudra forcément plus cher que cette valeur patrimoniale, que cette approche patrimoniale. Encore une fois, cette valorisation patrimoniale, cette valorisation du matériel, elle nécessite de faire un bon diagnostic et un inventaire précis de tout le matériel et de connaître, donc il y a un petit travail à faire parce qu'il faut aussi connaître la valorisation sur le marché et connaître le prix qu'on pourrait revendre ce matériel d'occasion. Ça, c'est pour la deuxième méthode de valorisation qui est l'approche patrimoniale. Et après, on en a une troisième, enfin on en a un ensemble parce qu'il y a beaucoup de méthodes différentes qui correspondent à l'approche par la rentabilité de l'entreprise. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire que plus une entreprise va être rentable, plus elle permet de générer de l'argent et plus elle est valorisée. Ce qui est plutôt logique, c'est normal, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'exemple de mon garage, c'est normal qu'une entreprise qui dégage 2 fois plus ou 3 fois plus de résultats que son entreprise voisine, c'est normal qu'elle soit valorisée de manière plus importante. Il faut savoir 3 choses sur cette approche par la rentabilité. La première, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle un retraitement à faire, c'est-à-dire qu'on ne prend pas uniquement le résultat de l'entreprise pour dire voilà, elle fait tant de résultats, donc elle vaut tant. Il y a un retraitement à faire parce que généralement, sur l'entreprise, on a souvent, et vous êtes bien placé pour le savoir, un ensemble de charges qui sont sur l'entreprise en fait et qui sont, des avantages pour le chef d'entreprise. Des charges qui auraient pu être personnelles, mais c'est le chef d'entreprise pour faire la défiscalisation et payer moins d'impôts qui va les passer sur son entreprise. Donc, notre travail consiste à faire des retraitements, à retravailler toutes les charges qui auraient pu être personnelles mais qui sont passées sur l'entreprise, de telle manière à recalculer le bénéfice, par exemple, et à pouvoir ensuite travailler sur ce bénéfice pour faire la valorisation de l'entreprise. Ça, c'est le premier élément à savoir. Le deuxième élément à savoir consiste donc à savoir qu'il y a plusieurs indicateurs comptables que l'on va prendre en compte. Généralement, c'est bien que vous en entendiez parler, il y a le bénéfice, il y a l'excédent brut d'exploitation, qui est un autre indicateur comptable qui permet de connaître la rentabilité de l'entreprise au quotidien sans prendre en compte sa politique d'investissement. Donc, c'est un indicateur comptable qui est très utilisé. Et l'autre indicateur comptable, c'est la capacité d'autofinancement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces différentes approches, mais en tout cas, c'est l'ensemble de ces indicateurs comptables qui nous permettent de valoriser après les entreprises par rapport à leur rentabilité. Ensuite, ce qui est important pour terminer sur cette approche, à savoir, et certainement à se mettre à la place et à comprendre, c'est se mettre à la place du repreneur et surtout des banques qui vont financer le repreneur. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand vous allez vendre votre fonds de commerce, en fait, la banque du repreneur va lui demander 3 éléments. Elle lui demande en premier lieu toujours le compromis signé. C'est-à-dire, et ça c'est important à le savoir, même si ça ne fait pas partie tout de suite de la valorisation, c'est que tant que vous n'avez pas signé un compromis avec le repreneur, la banque ne va pas vraiment travailler sur son dossier parce qu'elle ne veut pas travailler dans le vent. Et pour travailler sur le dossier du repreneur, elle veut être sûre que le commerce ou l'entreprise artisanale lui est réservé. Donc, le premier élément à savoir, c'est qu'on va devoir signer un compromis. Une fois que vous avez signé le compromis, la banque va demander au repreneur 2 éléments. Elle va lui demander d'un côté votre bilan
Et de l'autre côté, elle va demander le prévisionnel financier qu'on fait régulièrement avec Nathalie au repreneur. Ce prévisionnel financier, quand on travaille de telle manière que le chiffre d'affaires prévisionnel du repreneur lui permette d'atteindre la rentabilité. C'est-à-dire qu'elle permet au repreneur de payer l'ensemble des charges de la structure qu'elle va reprendre, de se rémunérer et aussi de rembourser l'emprunt bancaire. La banque, quand elle a les deux documents dont je vous parle, c'est-à-dire vos bilans, ainsi que le prévisionnel financier du repreneur, elle compare quasiment que deux chiffres, c'est-à-dire qu'elle compare le chiffre d'affaires du repreneur, le chiffre d'affaires prévisionnel, avec votre chiffre d'affaires actuel. Si jamais vous faites actuellement un chiffre d'affaires de 100 000 euros, par exemple, et que dans notre prévisionnel financier, on se rend compte que le repreneur, il s'en sort en faisant un chiffre d'affaires de 70 000 euros, il y a de très grandes chances que la banque, elle accepte de financer le repreneur parce que les risques qu'elle prend sont moindres. Elle va se dire, OK, le cédant, il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, le repreneur, il doit faire 70 000. Normalement, même s'il y a un peu de baisse de volume d'activité parce qu'il y a quelques clients qui partent, je ne prends pas trop de risques et elle risque de suivre. La deuxième hypothèse serait de dire, OK, vous avez un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Le repreneur, on prévoit pour qu'il s'en sorte de faire un chiffre d'affaires de 100 000 euros. La banque, elle peut complètement suivre, mais elle va se poser plus de questions en se disant, OK, il ne faut pas trop qu'il y ait des clients qui partent. C'est un peu plus risqué. Est-ce que le repreneur est sérieux? Est-ce que vraiment il va s'en sortir? Et puis, ensuite, il y a une troisième hypothèse, c'est que vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 euros et pour s'en sortir, le prévisionnel financier qu'on fait, le repreneur, il doit faire 140 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, il y a une chance sur 10 que la banque, elle suive parce que pour elle, c'est bien trop risqué. Elle se dit, OK, le cédant, ça fait 30 ans qu'il est à son compte, il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a un repreneur qui arrive. Pourquoi lui ferait 130 000 euros de chiffre d'affaires alors que le cédant, il fait que 100 000 euros? Et dans ce cas-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile pour le repreneur d'arriver à avoir l'emprunt bancaire. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile pour vous d'arriver à revendre votre fonds de commerce. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement en réalité, c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention et il ne faut pas vendre trop cher son entreprise, sinon on va avoir le risque en fait que le repreneur n'arrive pas à obtenir d'emprunt bancaire. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que ce qui se passe, c'est que je vous ai expliqué que vous allez signer un compromis avec le repreneur. Ce compromis, il y a une clause suspensive d'obtention de l'emprunt bancaire qui dure quasiment toujours 3 mois. Et la problématique qui se pose, c'est que si jamais vous vendez trop cher et que le repreneur n'arrive pas à avoir d'emprunt bancaire, vous allez signer un premier compromis, le repreneur ne va pas l'avoir, vous allez perdre 3 mois, un deuxième 3 mois, un troisième 3 mois. Au bout du compte, vous avez perdu 1 an, vous allez être fatigué et à ce moment-là, vous allez en avoir marre. Et ce sera plus compliqué et vous allez certainement brader votre entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est aussi important de vendre le bon prix et c'est la raison pour laquelle l'approche par la rentabilité est aussi importante. Voilà pour les différentes valorisations du fonds de commerce avec l'approche par la rentabilité qui est la dernière. Je ne sais pas s'il y a des questions. Nathalie? Hop. Alors, j'avais la question, est-ce que le Francis Lefebvre, il y a une liste, parce qu'effectivement, le Francis Lefebvre, c'est payant, hein, voilà. Il y a une dame qui me demande si on peut, ou un monsieur, je ne sais pas d'ailleurs, on peut avoir une liste par métier. Alors, non, elles ne sont pas diffusées, on ne les diffuse pas comme ça. Après, on peut prendre un entretien individuel. Moi, ça m'arrive de regarder rapidement lors d'un entretien individuel. Par contre, on ne les diffuse jamais au grand public parce que déjà, c'est payant et ensuite, ce sera interdit. Maintenant, si vous faites un entretien, on peut vous donner une idée du montant. Je vous ai pris l'exemple aussi du Francis Lefebvre. On a d'autres possibilités de valorisation. Nous, on sert aussi de notre réseau Transentreprise. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a des prix de vente, à combien les fonds de commerce se sont vendus pour des domaines d'activité spécifiques, en réalité, quand on les vend sur notre plateforme. Donc, ça veut dire qu'avec le nombre, aujourd'hui, on a un nombre assez conséquent qui nous permet d'avoir des idées réelles du prix d'un fonds de commerce par rapport au secteur d'activité qui sont assez intéressantes. Donc, très souvent, on croise en fait les différentes méthodes par rapport à ce qu'on connaît du secteur d'activité, quoi. Ok, après, il y a une personne qui me dit qu'il fait du e-commerce et qui travaille chez elle, seule. Elle vendrait surtout le nom et la réputation.
sachant que son chiffre d'affaires a bien baissé, est-ce qu'il y a malgré tout une valorisation possible? Alors, la problématique pour moi, c'est que le nom et la valorisation du site internet dépend beaucoup du volume d'activité. C'est-à-dire que si on n'a pas de volume d'activité, ça va être, à mon avis, très dur de les vendre parce que ça va être très dur d'arriver à les valoriser. A contrario, alors j'ai eu un exemple, moi, à titre personnel, par exemple, enfin, à titre professionnel, où la personne me disait, bah voilà, moi, j'ai un site internet qui vaut très cher. Il se trouve que je ne fais pas de volume d'activité, mais en fait, il vaut très cher parce que tous les jours, il était charpentier. Je crois que son site internet, il s'appelait charpente-isère.fr. Il disait tous les jours, j'ai des sollicitations. Je ne donne pas forcément suite à ces sollicitations, mais je sais que mon nom de domaine vaut beaucoup parce que j'ai beaucoup de demandes à mon site internet par rapport aux mots-clés, au référencement. Donc, c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est des situations quand même, à mon avis, très spécifiques. Là, ça se justifiait par le fait qu'il refusait quelque part ou qu'il ne donnait pas suite aux sollicitations, donc il y avait peu de chiffre d'affaires, mais malgré tout, il était très sollicité. Sinon, pas d'autres. J'ai répondu aux autres questions, donc c'est bon. Tu es parfaite. Alors, je continue. On a parlé tout à l'heure de la différence entre le fonds de commerce et les parts sociales. Maintenant, on va parler de comment évaluer les parts sociales. Je n'ai peut-être pas assez précisé tout à l'heure, mais les 3 méthodes que j'ai données, la méthode de la valorisation, la méthode patrimoniale et la méthode par la rentabilité, correspondent à des méthodes qui nous permettent de valoriser ce qu'on appelle le fonds de commerce. Je vous rappelle ce que c'est, Nathalie en a parlé tout à l'heure. Le fonds de commerce, pour faire simple, c'est principalement le nom commercial, le droit au bail éventuellement, le matériel et la clientèle. C'est l'ensemble de ces choses-là. Quand on parle de la valorisation des parts sociales, on parle de la valorisation totale de la société, c'est-à-dire à la fois l'actif et le passif de la société. Il faut savoir que quand vous avez une société et que vous voulez faire la valorisation de votre société, pour démarrer, de toute façon, on est obligé de faire la valorisation du fonds de commerce. C'est toujours une première étape au préalable. Quand on a valorisé le fonds de commerce, je prends toujours l'exemple de mon garage automobile, on a fait une valorisation du fonds de commerce qui correspond, par exemple, à 100 000 euros. Pour savoir la valorisation de vos parts sociales, on va rajouter aux 100 000 euros ce qu'on appelle l'ensemble de l'actif circulant, c'est-à-dire éventuellement les créances clients, le stock et l'ensemble de la trésorerie, puisque ça valorise forcément les parts sociales. Imaginez, vous avez un fonds de commerce qui vaut 100 000 euros et vous avez 100 000 euros de trésorerie que vous léguez quand vous vendez vos parts sociales. C'est logique de se dire que la valorisation des parts sociales, elle valent à minimum 200 000 euros. Et ensuite, à cet actif-là, à ces 200 000 euros, on va retrancher l'ensemble des dettes de la société. C'est tout aussi logique parce que, étant donné que la personne qui reprend votre société reprend les dettes avec elle, imaginez que vous avez 100 000 euros de fonds de commerce, on va dire pour faire simple, vous avez 100 000 euros de trésorerie, et on se dit, bah voilà, l'actif vaut 200 000 euros. S'il vous reste 50 000 euros à devoir à la banque et que le repreneur prend ces 50 000 euros, les parts sociales vont valoir forcément 150 000 euros, c'est-à-dire 200 000 euros moins les 50 000 euros de dette. Donc, tout ça pour dire que la valorisation des parts sociales, elle est un peu plus compliquée, même si c'est après assez intuitif, mais elle se fait de toute façon, dans un premier temps, par la valorisation du fonds de commerce, ce qui est très important à prendre en compte. Voilà, on vous précise que le repreneur reprend l'antériorité des actes de gestion. Donc, si vous êtes en société et que vous décidez de vendre vos parts sociales, ce sera un peu plus compliqué. Il y a un diagnostic qui est un peu plus important dans la mesure où, en cas de redressement, c'est le repreneur qui prend les risques. Donc, on met toujours en place ce qu'on appelle une garantie actif-passif. Bon, c'est rentrer un peu dans les détails, mais c'est dire qu'il y a plus de risques pour le repreneur, malgré tout, il faut en avoir conscience, de reprendre des parts sociales que de reprendre un fonds de commerce. Alors, comment choisir entre la vente du fonds de commerce et la vente des parts sociales? La première chose que je vous rappelle et que je vous précise, c'est qu'une personne qui est en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, puisqu'il y a des personnes qui sont micro-entreprises ici et qui m'ont parlé tout à l'heure, on est obligé de vendre un fonds de commerce. Les parts sociales ne se vendent que dans le cadre d'une société. D'accord ? Par contre, en effet, une personne qui a une société peut se dire, moi j'ai 2 possibilités, ce qui est complètement le cas. Soit je revends uniquement mon fonds de commerce, soit je revends la totalité de mes parts sociales. Qu'est-ce que je vais faire et comment je vais choisir? Alors, il faut savoir qu'il va y avoir différentes parties prenantes
Et c'est en fonction de 3 éléments différents qu'on va décider de choisir le fonds de commerce ou les parts sociales, en fonction du cédant et en fonction du repreneur et en fonction de la structure. Je vais essayer de rentrer un peu dans les détails pour que vous compreniez la logique. La première conséquence entre le choix du fonds de commerce et le choix des parts sociales, c'est la fiscalité. La fiscalité pour vous, parce que vous ne paierez pas les mêmes impôts si vous vendez un fonds de commerce ou des parts sociales. Donc, à un moment donné, il va falloir vous faire conseiller pour savoir quel est le plus intéressant pour vous entre payer un fonds de commerce, entre vendre un fonds de commerce ou vendre des parts sociales. Et puis, il y a la fiscalité aussi pour le repreneur, parce que c'est la même chose. Le repreneur ne paiera pas les mêmes impôts quelque part, droit de mutation, s'il reprend un fonds de commerce ou s'il reprend des parts sociales. Donc, la fiscalité va forcément rentrer en jeu, mais l'intérêt ne sera pas forcément identique pour le cédant et pour le repreneur. Ensuite, il va y avoir beaucoup en fonction de votre structure. Quand je dis en fonction de votre structure, il faut savoir notamment que quand on reprend des parts sociales, dans la majorité des cas, Nathalie a commencé à en parler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on reprend des parts sociales, généralement, on a l'obligation de créer une holding. Donc, c'est un montage financier qui est un peu plus complexe et qui coûte un peu plus cher. Il faut savoir que pour vendre une toute petite structure qui fait peu de chiffre d'affaires, du style une petite entreprise ou un petit salon de coiffure qui ferait 50 ou 60 000 euros de chiffre d'affaires, ça n'a aucun sens ou aucun intérêt pour le repreneur de créer une holding, de payer une holding. Donc, ça veut dire que déjà une petite structure, de manière générale, on va plutôt vous orienter vers la vente d'un fonds de commerce plutôt que la vente de parts sociales. A contrario, quand on a une grosse structure, et par moment, on est quasiment obligé de vendre des parts sociales. Je vais vous prendre un exemple pour que ce soit précis et que vous compreniez bien. Là, j'ai fait récemment un diagnostic et une valorisation pour une grosse structure qui fait de l'étanchéité. Et quand on a abordé le fait de se dire, OK, est-ce qu'on vend un fonds de commerce ou des parts sociales, ça a été très vite tranché. Le cédant m'a dit, OK, c'est simple. Certes, je paye 25 000 euros par an d'assurance, mais en attendant, le repreneur, il ne trouvera pas d'assurance. Donc, c'est quasiment impossible aujourd'hui de pouvoir assurer mon activité parce que les risques sont trop importants. Il m'a dit, moi, c'est très simple, je vends des parts sociales, ce qui est la réalité. L'assurance, elle continue à rester engagée. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de questions à se poser. L'assurance sera encore là. Le repreneur, on sait qu'il pourra continuer avec l'assurance en question. Donc, à ce moment-là, on ne va pas se poser la question. On va se dire, OK, on va revendre des parts sociales plutôt que revendre un fonds de commerce. Dans souvent d'autres cas où on vend très, très souvent des parts sociales, c'est des entreprises qui répondent à des appels d'offres. Dans le cas d'entreprises qui répondent à des appels d'offres, généralement, c'est par rapport à un numéro sirène et c'est par rapport à la connaissance de l'entreprise ou de la société qu'ont ceux qui font les appels d'offres. Et du coup, souvent, quand on a des appels d'offres, c'est beaucoup plus intéressant pour le repreneur de reprendre la structure en globalité, c'est-à-dire les parts sociales, plutôt que de reprendre uniquement le fonds de commerce. Donc, dans certains cas, en fonction de la structure, en fonction de la situation spécifique, et ben on va choisir, on va vous aider à définir quel est le plus intéressant entre la reprise des parts sociales ou la reprise du fonds de commerce. Je ne sais pas s'il y a des questions, Nathalie, si je suis claire. Alors, je suis en train de répondre. J'ai une personne qui me dit 300 000 euros, est-ce que c'est une petite structure? Donc, je suis en train de répondre que pour nous, une petite structure, c'est vraiment, on va dire, pour moi, je me base sur moins de 100 000, quoi. Enfin, à peu près, voilà. Alors moi, c'est marrant, je me base sur la même chose. C'est-à-dire que quand généralement, je dis aux repreneurs, on évite de faire une holding et de reprendre des parts sociales, c'est à peu près entre 0 et 100 000. C'est ça. Pour moi, une structure qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas un non-sens de revendre des parts sociales. Il y a tout un diagnostic à faire, il y a des questions à se poser, mais en tout cas, c'est pas déconnant de vouloir revendre des parts sociales. Alors après, moi, je dirais aussi, et ça m'arrive là parce que moi, je suis en train de suivre une entreprise d'électricité qui vend des parts sociales. On est à moins de 300 000. Hein. Mais par contre, cette entreprise, elle fait énormément d'appels d'offres. Donc, ça peut être une raison qui font que j'achète les parts sociales parce que du coup, je peux continuer à travailler sur les appels d'offres qui ont été faits avant. Voilà. Exactement, j'en parlais tout à l'heure. Et il y a une autre chose aussi, en plus des appels d'offres et des assurances, c'est les certifications. Des fois, notamment dans le bâtiment, il y a beaucoup de certifications et garder la structure peut permettre de garder les certifications. Et donc, ça peut être intéressant de reprendre la société plutôt que le fonds de commerce.
Mais du coup, tout ça, ça nécessite d'en parler avec un professionnel. Et c'est des discussions qu'on a quotidiennement, quasiment avec Nathalie, avec nos cédants, de telle manière qu'on identifie, qu'on discute des enjeux et qu'on voit pour nous le plus intéressant et ce qui nous paraît le plus pertinent entre la vente du fonds de commerce ou la vente des parts sociales. Du coup, voilà, je vais continuer ensuite. Du coup, on va parler un peu des offres de services. D'ailleurs, il y a eu des questions, j'ai vu sur le chat tout à l'heure, sur les offres de services et ce qu'on offrait. Et ce qu'on pouvait proposer et comment on pouvait aider. On a avec Nathalie, on est une chambre aujourd'hui, chambre de métier régionalisée. Donc, on a sur la totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes la même offre de services. On va vous parler de nos 3 principales offres de services que l'on peut proposer. La première offre, c'est un rendez-vous conseil offert d'1 heure où on discute avec vous, on vient d'en parler, des différentes possibilités, on vous explique, on regarde avec vous l'intérêt de vendre un fonds, l'intérêt de vendre des parts sociales, on voit un peu la rentabilité, on regarde assez rapidement les bilans pour voir à peu près ce qui s'en dégage et comment on peut discuter avec des repreneurs de la reprise de votre entreprise. Donc, ce rendez-vous, il est offert, ça permet de discuter pendant 1 heure et puis de voir les différentes étapes aussi, les échéances. Voilà, on est assez ouvert. Généralement, on discute de tout ça et puis on répond à toutes les questions que vous pourriez avoir en individuel par rapport à votre projet de cession d'entreprise. Deuxième offre, c'est une valorisation, c'est la valorisation du fonds de commerce et ou des parts sociales. Donc, en fait, on peut vous faire la valorisation. On a un outil spécifique pour faire la valorisation. J'ai parlé des différentes méthodes tout à l'heure, qui sont la méthode par la méthode comparative, la méthode patrimoniale, la méthode rentabilité. En fait, on travaille, quand on fait l'évaluation de fonds de commerce et de parts sociales, on travaille sur ces différentes méthodes que l'on va croiser sur un outil spécifique et ça va vous permettre d'avoir derrière un rapport d'évaluation fait par la chambre de métier. Ce rapport d'évaluation, on peut le faire pour différentes raisons. Déjà, sachez qu'on ne le fera que sur votre demande et heureusement, et jamais sur la demande des repreneurs. Alors, ça ne peut pas prêter à sourire, mais par contre, moi, je m'occupe à la fois des cédants, à la fois des repreneurs, et ça m'arrive régulièrement que des repreneurs me disent, bon, voilà, j'ai une entreprise, j'ai les bilans, j'aimerais faire la valorisation. On refuse pour ne pas se mettre en porte-à-faux, et il faut évidemment, étant donné que vous êtes un adhérent chez nous à la chambre de métier, vous êtes artisan dans la majorité des cas, il faut que ça vienne de vous et que ce soit vous qui fassiez la demande. Cette valorisation, comme je vous le disais, elle peut venir pour différentes raisons. Alors, très souvent, on fait un diagnostic, une valorisation pour les personnes qui veulent mettre leur annonce ensuite et qui veulent avoir une idée de la valorisation de leur annonce. Donc, ça, on le fait très souvent avant de mettre leur annonce en place. Mais en ce moment, par exemple, je suis en train de faire une valorisation pour une personne qui fait de la métallerie, donc dans l'artisanat. Et il est venu, il a fait un entretien conseil, il m'a dit, voilà la problématique que j'ai. Moi, j'ai mon expert comptable qui me dit que mon entreprise, mon fonds de commerce, il vaut 300 000 euros. Il me dit mon salarié veut racheter mon fonds de commerce. Mon expert comptable me dit que ma valorisation, mon entreprise vaut 300 000 euros. Les conseils de mon repreneur, qui est actuellement mon salarié, lui disent que ça vaut 80 000 euros. Que fait-on? On n'est pas totalement d'accord sur le prix. Et là, l'avantage que l'on a en tant que chambre de métier de l'artisanat, c'est ce que je lui ai dit, c'est que nous, on est neutre. C'est-à-dire que vous, quand vous faites la valorisation ou si vous arrivez, vous dites au repreneur, moi, mon entreprise, elle vaut 300 000 euros, c'est mon expert comptable qui me l'a dit. Le repreneur, il peut légitimement d'ailleurs se dire, OK, c'est sympa, mais moi, je ne suis pas totalement sûr parce que la problématique, c'est que l'expert comptable du cédant, ça fait 30 ans qu'il lui prend 3 000 euros par an pour faire sa comptabilité et peut-être qu'il n'est pas complètement neutre dans sa valorisation et dans sa façon de voir les choses. Et l'avantage que l'on a, nous, quand on fait une valorisation, c'est qu'on vous remet un rapport, mais qu'on est chambre de métier de l'artisanat et qu'on est complètement neutre. On est complètement neutre parce qu'on travaille à la fois pour vous, dans le but que vous puissiez valoriser quand même votre fonds de commerce ou vos parts sociales, valoriser le travail que vous avez fait pendant 30 ans, mais on est aussi neutre parce que derrière, on travaille aussi pour le repreneur et qu'on a intérêt à que le repreneur il s'en sorte. Donc, on ne va pas vous dire c'est 3 fois le prix pour vous faire plaisir. Des fois, les cédants peuvent être un peu déçus. Mais en tout cas, on l'argumente et on est là pour être le plus juste possible et faire en sorte que vous puissiez vendre et que le repreneur derrière puisse avoir non seulement l'emprunt bancaire, mais aussi s'en sortir. En gros, c'est notre objectif. Donc voilà, on fait des valorisations régulièrement. Ces valorisations, alors elles ont un coût parce qu'on passe du temps sur vos dossiers.
Les valorisations, c'est entre, si je ne dis pas de bêtises, si tu peux m'aider, entre 420 420 euros. et 840. 840, c'est pour les plus grosses structures, les très grosses structures, Voilà. 840 euros. Les plus petites, c'est 420 euros. Sachant que sur l'Isère, alors je ne sais pas si c'est le cas sur la Drôme, mais sur l'Isère, nous, on a des conventions territoriales. Donc, en fonction du territoire, des fois, il y a des restes à charge qui sont nuls pour le cédant parce qu'on peut faire financer par vos collectivités territoriales. Donc ça, c'est intéressant de se renseigner parce que ça nous arrive qu'on ait les bonnes surprises de dire c'est reste à charge zéro. S'il n'y a pas de convention sur le territoire sur lequel vous êtes, 420 euros pour une petite valorisation, 840 quand il y a beaucoup de salariés et qu'on passe beaucoup plus de temps sur l'outil. C'est ça. Effectivement, c'était la question que j'avais. Est-ce que c'est payant, etc. Donc, Oui, je l'avais vu. j'ai répondu voilà, que c'était payant, mais qu'effectivement, il faut se rapprocher de la chambre de métier concernée pour savoir s'il existe des conventions territoriales. Alors, nous, on en a effectivement dans la Drôme où on a 0 reste à charge. Et puis, j'ai une convention Royan-Vercors où là, j'ai un petit reste à charge qui est de 150 et quelques euros pour le chef d'entreprise, en fait. Voilà. Oui, donc ça veut dire que. Alors, je suis en train de soumettre votre. Ah ouais, j'allais le faire, tu vois, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Ok. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Ouais. Je vais voir. Je te laisse vérifier si tu peux mettre le vote. Parce que, en fait, je suis en train de mettre, je soumets au vote. Si vous êtes intéressé par un des trois offres de service, ce que je vous propose, c'est de répondre sur le vote, par le vote sur le sondage. Comme ça, on aura vos coordonnées, on vous recontacte plus facilement. Si vous n'êtes pas intéressé, on ne vous recontactera pas de toute façon. Mais que vous me disiez, je suis intéressé par le premier rendez-vous offert, par la valorisation éventuellement ou par la diffusion de l'offre sur Transentreprise, je vais y revenir. N'hésitez pas à nous le dire, d'accord? Sachant que dans tous les cas, même si vous êtes en vrai intéressé par la valorisation et la diffusion de l'offre, peut-être que l'entretien individuel offert sera toujours intéressant pour faire un point sur votre projet de session. Donc, je vous ai expliqué l'entretien individuel, où on fait un point global sur votre projet de session d'entreprise. Je vous ai expliqué la valorisation, comment ça se passait et pourquoi on avait une certaine crédibilité, notamment par rapport à vos mandataires. Et enfin, on a la possibilité de diffuser votre offre. J'en ai parlé tout à l'heure par rapport aux outils qu'on a, nous, pour faire des valorisations, mais en fait, on a une plateforme qui s'appelle Transentreprise, qui est commune aux chambres de commerce, aux chambres de métiers, et qui permet de mettre en place des offres sur cette plateforme qui s'appelle Transentreprise. Il faut savoir que cette plateforme est utilisée par un grand nombre d'acteurs, et puis surtout, elle a une bonne visibilité. On a à peu près à 90 000 personnes par mois qui sont sur cette plateforme au niveau national. Donc, ça prouve quand même qu'on a de la visibilité et qu'elle a aujourd'hui un bon référencement, notamment un bon référencement sur les moteurs de recherche et sur Google. Ensuite, pour cette offre de service, en fait, on a 2 offres différentes. La première, c'est de dire, OK, je veux mettre juste en place une annonce et c'est moi qui vais répondre à l'ensemble des personnes qui me sollicitent. À ce moment-là, en fait, on va mettre votre adresse mail et quand il y a une personne qui sélectionne votre annonce, ça veut dire qu'on a un repreneur potentiel qui va sélectionner une annonce par rapport à 3 critères. Ces 3 critères, c'est toujours le lieu géographique, le domaine d'activité, la taille de l'entreprise. Si, quand le repreneur potentiel a sélectionné ces 3 critères et il tombe sur l'offre de votre entreprise qui peut l'intéresser, il clique sur « Contacter l'annonceur » et à ce moment-là, il va tomber directement sur vous et vous pourrez affaire éventuellement à lui, vous pourrez faire affaire avec lui, vous pourrez voir avec lui pour la vente de votre structure. Cette offre de service-là est facturée 100 € hors taxe l'année. Ce n'est pas très cher, mais ça permet d'avoir une visibilité sur notre plateforme Transentreprise et de communiquer directement avec les repreneurs intéressés par votre structure. La deuxième offre de service est une offre un peu plus compliquée, c'est-à-dire que c'est une offre avec mise en relation qualifiée des repreneurs. C'est-à-dire que quand un repreneur vient sur la plateforme et tombe sur votre entreprise et qu'il clique sur « Contacter l'annonceur », le repreneur en fait, va tomber sur un mail sur Nathalie ou moi-même. C'est-à-dire qu'on va lui demander de nous faire un dossier, on va vérifier qu'il a on va lui demander de remplir un dossier de reprise, on va vérifier que sa demande de reprise est pertinente. Quand on dit qu'on vérifie que sa demande de reprise est pertinente, c'est-à-dire qu'on vérifie via son dossier qu'il est du domaine d'activité, qu'il a un minimum d'expérience, qu'il a un minimum d'apport et que l'apport correspond aux attentes du banquier. C'est-à-dire que généralement, je ne sais pas si on en a parlé, mais on a à peu près entre 20 et 30% d'apport. Et à ce moment-là, quand cette personne, on a vérifié que cette personne était pertinente et qu'on se dit « OK, ça vaut le coup »,
À ce moment-là, on vous contacte, on vous dit, voilà, il y a monsieur Michel qui est intéressé par reprendre votre entreprise. Voici ses coordonnées. Recontactez-le, s'il vous plaît, parce que lui n'a pas vos coordonnées, vous êtes confidentiel. Il ne sait pas qui vous êtes encore. Donc, rappelez-le. Et comme ça, c'est vous qui lui donnez les éléments d'information que vous souhaitez lui donner. Et c'est vous qui allez après pouvoir aller plus loin sur le projet avec lui. Cette offre de service, ça nous demande plus de temps parce qu'on trie quelque part les repreneurs. Donc, elle n'est pas facturée 100 € hors taxe l'année, mais elle est facturée 250 € hors taxe l'année. Généralement, pour être très sincère avec vous, alors moi, ma façon de fonctionner, c'est-à-dire que quand on est sur des mises en relation où on sait que c'est une plus petite structure, il y aura un peu de mise en relation dans des domaines spécifiques comme la coiffure, je conseille toujours de prendre la première offre de service et c'est largement suffisant. À partir du moment où j'ai une offre de service, une grosse structure dans le bâtiment, une métallerie, de l'étanchéité ou une industrie, je vais toujours conseiller de prendre la deuxième offre de service parce qu'à ce moment-là, on va beaucoup trier et ça permet aux chefs d'entreprise de gagner du temps en réalité et généralement, les personnes sont contentes. Voilà, j'espère avoir été clair. Je ne sais pas, Nathalie, s'il y a des questions. Ouais, alors j'ai une question. J'ai une personne qui me dit, le repreneur, donc ce que tu as dit, prend davantage de risques en achetant des parts sociales plutôt que le fonds de commerce, litige en cours. Qu'en est-il pour le cédant? Y a-t-il un cas moins risqué que l'autre? Aucun. Pour le cédant, ça ne change absolument rien. Ça pourrait changer. Pour le cédant, c'est risqué s'il fait un crédit vendeur. On n'en a pas parlé, mais on peut aborder le sujet rapidement. C'est-à-dire que c'est risqué si le cédant décide de se substituer quelque part en partie à la banque et accepte de vendre son entreprise directement et d'échelonner le paiement. À partir du moment où le paiement est comptant, comme dans 80% des cas, c'est-à-dire que le repreneur a payé chez le notaire ou chez l'expert comptable ou chez l'avocat d'affaires l'argent qu'il devait au cédant, que ce soit un fonds de commerce ou des parts sociales, le risque pris par le cédant est de 0. Et une chose qu'on n'a peut-être pas dit, je ne sais plus, c'est que quand on rachète un fonds ou des parts sociales, les contrats de travail des salariés se continuent. On ne l'a pas spécifié, c'est une bonne réflexion, c'est important en effet. Il faut avoir conscience que quelle que soit la cession de votre entreprise, qu'est-ce que soit ce que vous décidez de vendre, il faut savoir que les contrats de travail perdurent, ce qui peut poser quelquefois problème avec des repreneurs, mais on n'a pas le choix. Et quelque part, c'est logique parce que sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. Quand Darty a racheté la FNAC, ou la FNAC a racheté Darty, tous les contrats ont perduré, sinon on ne s'en sort pas, quoi. Ça remettrait tout en cause à chaque fois, ce serait impossible. J'ai une personne qui me dit, vous n'avez pas abordé le thème, que me restera-t-il? Alors, ce thème-là, c'est une bonne question. Oui. Que me restera-t-il? Alors, ça fera l'objet d'un webinaire. Alors, du coup, on va profiter d'en parler d'un deuxième webinaire qui va être animé dans pas peu de temps. Le 15 octobre. Par nos collègues. Le 15 octobre. Le 15 octobre. Alors, on a fait le choix. Alors, c'est vrai qu'on a laissé que me restera-t-il? On a fait le choix de dissocier les deux parce que la problématique qu'on avait, c'est que sinon, l'animation aurait été beaucoup trop longue. On a préféré, pour être le plus clair possible, commencer par ce webinaire-là pour continuer après sur le 15 octobre. Parce que si on commence à aborder ce sujet, quand on parle de que me restera-t-il, en fait, on parle de la fiscalité en réalité. C'est-à-dire qu'on prend en compte la valorisation du fonds de commerce ou des parts sociales et on enlève l'ensemble de ce qu'on va devoir payer, ce que vous allez devoir payer à l'État au niveau fiscal et au niveau social. Nous, on le maîtrise avec Nathalie, mais la problématique qui se pose, c'est qu'en discuter en détail, ça nous prendrait plus d'1 heure. Donc, se dire que ce ne serait pas très pertinent. Voilà, donc ce sera l'objet d'un autre webinaire qui aura lieu bientôt et sur lequel vous pourrez vous inscrire aussi. Et je crois qu'il est toujours aux mêmes horaires. Oui, 18 à 19h. Pour assurer votre disponibilité, il aura lieu encore une fois 18 à 19h, ce qui, à mon avis, est plutôt pertinent. Et puis, il y en aura un autre au mois de novembre sur la transmission dans le cadre familial, si voilà, il y en a qui sont intéressés. Voilà, et puis il y en aura un en fin d'année qui est en lien, lui, par contre, avec le service CEP, Conseil en évolution professionnelle, sur, c'est pas forcément que la retraite, hein, c'est la transmission, c'est j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie de changer de vie, comment faire. Et là, voilà, c'est un webinaire qui aura lieu au mois de décembre. Alors, je vois une question, y a-t-il au moins un moyen de savoir une fourchette
Alors, on va peut-être se mouiller, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça dépend vraiment si c'est un fonds de commerce, si c'est des parts sociales. Mais je pense que si vous partez sur 30%, ce n'est pas complètement faux. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, Marie-Laure, je vous donne une fourchette pour vous donner une fourchette. Sortez pas en disant la chambre de métier m'a dit que je paierais 30%. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a énormément, vous verrez que c'est assez compliqué quand même la fiscalité de la transmission. Mais si on va avoir une fourchette, ce sera aux alentours de 30%, je pense. Oui, puis il y a des critères d'exonération de plus-value dans certains cas, etc. Ça dépend de plein de choses en fait. Donc là, les 30%, c'est une moyenne, on va dire. Une moyenne, et ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins en fonction de votre situation. Voilà. Est-ce que. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de taper, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on a répondu à tout le monde, me semble-t-il. Je crois bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, on a déjà 10 minutes de retard. C'est ça. On a débordé, mais bon, c'est pas très grave. On a débordé 10 minutes, ce qui n'est pas dramatique, mais non, on avait prévu une heure. Le but du jeu, c'est de faire des webinaires qui soient assez efficaces et assez courts pour ne pas vous prendre trop de temps. C'est ce que c'est qu'être chef d'entreprise et du manque de temps que vous pouvez avoir. Du coup, on est bien. Je vois 2 chats, je vais regarder rapidement. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc, nous, ce qu'on fait en fonction des sondages et surtout par rapport à l'accompagnement, nous, avec Jean-Daniel, on verra ça pour que vous soyez recontactés. Je pense, on va faire comme ça, Jean-Daniel. Exactement, merci pour vos retours positifs, c'est sympa. Et alors, j'ai une réflexion de Marc. Oui, j'ai loupé le début, nous aurons un replay. En fait, oui. Ce qui est bien avec cette façon, avec ce webinaire, c'est que vous allez recevoir le replay automatiquement sur vos adresses mail dès la fin de la réunion. Donc, il n'y a aucun souci. C'est Yael, notre responsable chef de projet qui fera ça. Bon, je ne vous dis pas que vous allez la voir ce soir, demain, je ne sais pas. Oui, apparemment, ça se fait automatiquement. Ah, ça se fait automatiquement en fait. Ah, je croyais, je ne savais pas. C'est ce que j'ai compris. Donc, vous aurez aussi le déroulé de la présentation. C'était voilà, pour vous rappeler. Et puis, le petit sondage voilà, sur le questionnaire de satisfaction, savoir ce que vous en avez pensé, si ça a été, si ça vous a plu. Voilà, pour qu'on puisse revenir sur une prochaine session. Voilà, eh bien, merci de la participation de tout le monde. Et puis, écoutez, bonne soirée à tous et à toutes. Et bonne continuation. Et bonne continuation. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.